Vous avez regardé l'épisode 7 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Mordred et aujourd'hui on fait un décryptage du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, épisode 7. On en est déjà à l'avant-dernier épisode de la saison. Il y a pas mal de choses à dire sur cet épisode, alors c'est parti. Comme chaque semaine, je vous fais un récap des intrigues principales, puis on fera du décryptage de références, on partira un petit peu dans les théories, et enfin je vous donnerai mon avis personnel sur cet épisode. Dans les Terres du Sud, c'est littéralement l'apocalypse après l'explosion de la montagne du destin. Le paysage est incendié, rougeoyant, couvert de cendres, Myriel perd l'usage de la vue, tandis qu'Elendil perd son fils Isildur. En compagnie de Théo, Galadriel tente d'échapper aux orques désormais capables de parcourir les terres du sud en pleine journée grâce aux nuages de fumée que produit sans cesse Orodruin. Pour les Numénoréens, l'heure est venue de rentrer chez eux, défaits. Mais la reine régente Myriel promet de revenir pour libérer les terres du sud. De son côté, Galadriel compte mener un Halbrand blessé chez les elfes pour le soigner. Le reste des survivants se rendra à la colonie numénoréenne de Pelargir. C'est l'heure habituelle du rappel pour moi de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, c'est très important. N'oubliez pas également, si vous voulez suivre mon travail sur la pop culture, le Seigneur des Anneaux, House of the Dragon, Star Wars, il faut vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Et puis si vous voulez participer financièrement à mes efforts sur YouTube, vous pouvez le faire également sur ma page Utip que j'ai ouvert récemment. Enfin, si vous voulez m'écouter un petit peu plus dans un podcast, c'est possible, nous avons lancé PopTier avec un ami, c'est un podcast qui liste les œuvres de pop culture récentes qui font l'actualité, donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. À Khazad-dûm, Elrond et Durin IV renouvellent leur amitié et comptent bien tirer les elfes d'affaire grâce à l'extraction du mithril. C'était sans compter l'avis contraire du roi Durin III qui s'oppose à la réouverture de la mine. Lorsqu'Elrond s'en va, le prince des nains découvre que la proximité du mithril répare la feuille corrompue, il décide alors de rappeler son ami et de rouvrir la mine contre l'avis de son père. Mais Durin III veille au grain et exile Elrond tandis qu'il réprimande son fils. Au fond de la mine, on découvre un bref aperçu de ce qui gît sous terre, un Balrog. La transhumance des pieds velus s'achève à l'arrivée de Grand Verger, mais il découvre les stigmates de l'explosion d'Orodruin. Le verger est pris dans les cendres, certains arbres calcinés. L'étranger tente de revivifier les arbres mais effraie à nouveau le peuple nomade qui décide de le bannir. Le lendemain, les pieds velus découvrent que la magie de l'étranger a bel et bien fonctionné, mais découverte plus sombre, les trois mystiques sont sur son chemin. Nori tente de les mettre sur une fausse piste, mais celle-ci incendie leur campement. À la fin de l'épisode, les pieds velus décident de suivre l'étranger pour le prévenir qu'un grand danger l'attend. Et pour conclure l'épisode 7, Adar explique que les terres du Sud doivent être renommées. Exit les terres du Sud, welcome to Mordor. Comme toutes les semaines, je voulais revenir avec vous sur certaines références que j'ai pu capter dans cet épisode 7 et vous les expliciter un tout petit peu. On a pour la première fois une référence au mari de Galadriel qui s'appelle Celeborn. Alors c'est effectivement une manière pour les scénaristes de bien dire oui on sait bien que Galadriel a un mari à cette époque de la Terre du Milieu, au deuxième âge, et il nous explicite finalement pourquoi on ne l'a toujours pas vu depuis le début de la série, depuis le début de la saison 1, tout simplement parce que Galadriel explique que Celeborn a été perdu. Alors, on va insister sur le fait qu'elle ne dit jamais qu'il est mort, elle ne dit jamais qu'il est décédé. Pourquoi ? Parce que probablement qu'il ne l'est pas, tout simplement. Difficile à dire en tout cas ce qu'il est advenu de lui, puisque elle-même ne le sait pas, mais ça laisse évidemment la porte ouverte à nous présenter Celeborn un petit peu plus tard dans la série, et je suis très curieux évidemment de savoir où est-ce que ça va nous mener. Il y a évidemment cette scène des orques qui sont à la recherche de tous les survivants, et évidemment pour pouvoir les tuer. Bon, cette scène, je pense que vous l'avez noté, elle rappelle énormément cette scène où le Nazgûl est à la recherche de Frodon et les 4 hobbits sont en train de se cacher un petit peu sous une colline. Ça rappelle effectivement ça, puisqu'on a les héros ici, donc Théo et Galadriel qui sont en contrebas, tandis que un ennemi est en train de les rechercher, ils sont un petit peu plus hauts. C'est intéressant effectivement d'avoir ce rappel-là, toujours évidemment dans la référence du côté des Anneaux de Pouvoir, ça fait plaisir bien sûr. On a un micro bout de dialogue également qui m'a intéressé, c'est quand Myriel annonce à Galadriel l'intention de Numénor de revenir en Terre du Milieu pour bouter les orques en dehors des Terres du Sud. À ce moment-là, on a Galadriel qui répond « Et les elfes vous attendront, les elfes seront prêts ». Évidemment, tout
ça, à mon avis, c'est une référence à la future ultime alliance entre Numénor et les elfes, que l'on verra évidemment conclure le deuxième âge de la Terre du Milieu, comme vous l'avez vu, au tout début de la communauté de l'anneau. Toujours côté Numénor, on a effectivement Iriel qui parle de Ar-Inziladun, elle dit qu'elle est la fille d'Ar-Inziladun, alors pourquoi elle ne dit pas Tar Palantir à ce moment-là? C'est juste qu'Ar-Inziladun c'est le nom en adunaïque de Tar Palantir, alors que Tar Palantir c'est le nom Quenya, tout simplement. Évidemment, ce petit plan furtif sur un Balrog au fond de la mine de Mithril nous rappelle bien sûr l'apparition du Balrog dans la communauté de l'anneau, il est probable que ce soit le même, tout simplement. Ça nous rappelle bien sûr le fléau de Durin qui, par le futur, va commencer à miner de façon extrême le Mithril dans cette mine, et tomber sur ce fameux Balrog. Alors est-ce qu'on va voir la chute de Khazad-dûm dans les Anneaux de Pouvoir? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'était simplement une référence, un clin d'œil? C'est possible aussi, à voir évidemment dans la suite de la série, mais je ne pense pas qu'on reverra le Balrog d'ici à la fin de la saison 1. Je pense pas. Autre chose, quand Elrond est en train de parler avec Durin III, il lui dit « Ne faites pas confiance à n'importe quel elfe, je ne suis pas n'importe quel elfe, finalement. » Il dit « Je suis Elrond le demi-elfe. » Alors comme je vous le disais dans les épisodes précédents, dans les décryptages des épisodes précédents, effectivement, Elrond n'est pas un elfe pur, c'est un demi-elfe, il est notamment le fils de Eärendil, dont évidemment je vous ai fait rapidement le décryptage et le portrait dans les différentes vidéos décryptage. Bon, c'est un demi-elfe, donc il dit voilà, moi j'ai quelque chose de spécial et je tiens mes promesses. Effectivement, il insiste effectivement pour que Durin III lui donne du Mithril, et Durin III, il n'est pas d'accord. Encore une fois, on a une référence à Aule, le Vala forgeron, le forgeron des Valar et le créateur des nains. Je vous en avais effectivement parlé plusieurs fois dans ces décryptages. Bon, décidément, les scénaristes ont l'air d'avoir beaucoup le droit de parler d'Aule, donc ils ne s'en privent pas. Enfin, on a une référence à Pelargir, qui est une colonie numénoréenne vers laquelle, du coup, les survivants des Terres du Sud vont aller, tout simplement en espérant une vie meilleure après que les Terres du Sud ont été complètement dévastées. Pour rappel, Pelargir c'est une des premières colonies numénoréennes en Terre du Milieu, elle a été fondée au deuxième âge, elle est située au sud des Montagnes Blanches, sur le delta de l'Anduin. Alors l'Anduin, pour rappel, c'est le fleuve qui traverse la Terre du Milieu du nord au sud, et que l'on voit notamment à la fin de la communauté de l'Anneau. Comme d'habitude, on fait un petit point théorie, même si du côté de l'épisode 7, on avance assez peu finalement, sur les théories, sur le champ des réponses, à qui est Sauron, qui est l'étranger. Bon, on va quand même un petit peu parler de Halbrand, parce que même s'il apparaît très peu dans cet épisode 7, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe pour lui dans cet épisode 7. Déjà, la première chose à noter, c'est qu'il a l'air un petit peu de s'habituer assez vite, l'air de rien, à ce qu'on le traite comme un roi. Bon, et il y a aussi le fait que Galadriel lui propose de l'emmener chez des soigneurs elfes. Alors, visiblement, ils vont aller dans le royaume du Lindon, mais si on regarde un petit peu le trailer de l'épisode 8, il est possible qu'elle se dirige aussi plutôt vers les Région. Donc, tout ça, forcément, ça nous porte à croire que Halbrand va arriver du coup dans les royaumes elfiques, et peut-être pourrait se révéler être autre chose qu'un simple roi des Terres du Sud. Peut-être qu'il se révélera un conseiller du côté de Celebrimbor. On rappelle encore une fois que Halbrand est très très doué en forge, et que Celebrimbor a l'intention de forger les anneaux de pouvoir, comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans la saison 1. Encore une fois, ça tient encore une fois la théorie de cette histoire que Halbrand pourrait être Sauron et pourrait se révéler dans le futur être Anatar. C'est tout à fait possible, en tout cas ça tient encore une fois, j'ai l'impression. À voir effectivement si c'est vraiment le cas, j'ai l'impression que pour l'instant la théorie tient plutôt pas mal. En l'occurrence, dans cet épisode 7, on n'a rien qui nous porte plus à croire que ce sera éventuellement un Nazgûl, le roi sorcier ou quoi que ce soit. Pour l'instant, les petites pistes que l'on extrait de cet épisode 7 pourraient porter à croire plutôt qu'il s'agirait de Sauron. Effectivement, je ne sais pas si on aura la réponse dans l'épisode 8, ce serait cool qu'on ait au moins une des deux réponses entre Sauron et l'étranger pour l'épisode 8. Est-ce qu'ils choisiront de nous donner la réponse? Ça, c'est une autre question.
Du côté des théories sur l'étranger, là je trouve qu'on n'avance pas du tout finalement dans cet épisode 7. J'ai quand même de plus en plus de mal à croire qu'il s'agirait de Sauron, tout simplement parce que à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, il a l'air d'essayer de le faire de la meilleure des manières. J'ai l'impression en tout cas qu'il est plutôt du côté clair à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose. En l'occurrence là il essaie de soigner l'arbre, hein, il le dit, Envignata, ça veut dire soin, ça veut dire retour ou quelque chose comme ça. Donc bon, effectivement on sent bien que l'étranger il est plutôt du côté bon du spectre et que peut-être que ça nous expliquerait pourquoi les mystiques cherchent à le retrouver, tout simplement parce que elles veulent peut-être le faire passer du côté obscur ou le mettre hors d'état de nuire. En tout cas, on voit bien que les mystiques sont tout à fait dangereuses, hein, puisque elles mettent le feu tout simplement au campement des pieds velus, qui ensuite décident d'aller prévenir l'étranger. Donc, bon, on s'imagine que dans l'épisode 8, on aura peut-être une bataille magique entre l'étranger et les mystiques, à moins que je me trompe tout à fait, et que l'étranger rejoigne les mystiques et se révèle être Sauron. Mais j'ai quand même de plus en plus de mal à me dire que l'étranger c'est Sauron. Pour moi, il y a quand même plus de chances qu'il s'agisse d'un magicien, probablement de Gandalf, si ce n'est éventuellement Radagast, hein, parce que pourquoi pas, Radagast il a un rapport très élevé à la nature, hein, comme on peut le voir dans cet épisode 7, ça peut aussi tout à fait être un des magiciens bleus, mais à voir, en tout cas j'espère qu'on aura la réponse dans l'épisode 8. D'un point de vue plus personnel, il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans cet épisode 7. Déjà, je trouve que c'est toujours aussi beau, hein, bien sûr, le spectacle désolé des terres du sud ravagées par l'éruption de la montagne du destin, c'est superbe, hein, en termes de photos, en termes de décors, en termes de maquillage aussi, hein, bien sûr, c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire. On est vraiment dans le Mordor, mais le Mordor des débuts, c'est vraiment superbe. Moi j'attends évidemment la transformation finale, hein, du Mordor qui va, là on est vraiment dans du rougeoyant, on va probablement arriver bientôt sur des niveaux de gris, des niveaux de noir, hein, bien sûr, parce que bon, la terre désolée du Mordor n'est toujours pas rouge, hein, à la fin du troisième âge, comme on a pu le voir dans cette trilogie de Peter Jackson. Donc j'ai vraiment très envie de voir, et j'aime beaucoup le fait que au final, l'épisode 6, qui aurait pu se terminer en victoire, finalement, du camp du bien, en l'occurrence, cet épisode 6, c'est une défaite absolue pour le camp du bien, et on le voit, hein, sur cette suite dans l'épisode 7, où l'on voit finalement que tout le monde est absolument abattu. Le fait d'avoir perdu, et le fait que Théo essaye de se lancer dans une quête vengeresse qui est tout simplement suicidaire, hein. Le fait que Elendil ait perdu son fils, alors on va le dire tout de suite, hein, évidemment Isildur n'est pas mort, et je suis curieux du coup de voir ce qu'ils vont faire d'Isildur maintenant qu'il est séparé de son père, maintenant qu'il est séparé de Galadriel, maintenant qu'il est tout seul finalement dans le Mordor. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire de lui. Donc voilà, probablement de l'invention, encore une fois, sur son parcours, mais très curieux, encore une fois. Il y en a une autre dont le parcours est très intéressant, je trouve, depuis cette saison 1, c'est Galadriel, hein, Galadriel dans cet épisode 7, qui semble véritablement avoir été impacté, touché par cette catastrophe, hein, de l'éruption de la montagne du destin. C'est la première fois qu'on l'entend parler véritablement des paroles de sagesse, qui ressemblent beaucoup plus à sa personnalité que l'on connaît, nous, dans les trilogies de Peter Jackson. Donc on commence véritablement à avoir cette évolution. C'est elle qui essaie d'insuffler du courage dans l'esprit de Théo, c'est elle aussi qui essaie de lui faire comprendre que la bataille coûte que coûte, quand on est seul contre tous, ça ne sert pas forcément à grand chose, et qu'il faut plutôt essayer de tirer vers le bien plutôt que de s'enfoncer vers le mal. Et encore une fois, à chaque fois que je les vois dans un épisode, je suis toujours très heureux. C'est bien sûr les interactions entre Elrond, Dissa et Durin. Bien évidemment, tout ça, ça fait toujours très plaisir de les voir, ces interactions. Même si, pour le coup, Durin, qui est, à mon sens, hein, l'espèce de poumon de cette série, il y a ce côté, finalement, c'est un peu le compas moral, l'air de rien, Durin, c'est ce personnage qu'on aime apprécier, auquel on s'identifie, c'est un personnage qui a de l'humour, hein, contrairement à beaucoup d'autres dans cette série, il y a ce côté-là, mais je trouve que on fait un petit peu du surplace du côté des nains, parce que justement la personnalité de Durin 3 extrêmement méfiante fait que on n'avance pas vers ce que on aimerait.
être, à savoir du coup le minage du mithril, mais aussi ces relations un petit peu plus apaisées entre les nains et les elfes. Évidemment, on aimerait aussi que le mithril soit offert aux elfes pour qu'on puisse évidemment en finir avec cette intrigue de la corruption qui, évidemment, arrive sur les terres du milieu et qui pourrait mettre en danger la survie même des elfes. Tout ça, effectivement, du coup, fait du surplace à cause de Durin 3. Je suis curieux évidemment de savoir ce qui va se passer par la suite. Il est probable évidemment qu'on se remette à miner du mithril prochainement. Il va pour ça falloir probablement passer outre Durin 3 qui va, j'imagine, finir par passer l'arme à gauche et permettre du coup à Durin 4 de se lancer dans le minage complet de cette mine et évidemment finir par réveiller le fléau dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelques trucs qui m'ont moins plu quand même dans cet épisode 7, on va pas se mentir, je trouve que après les envolées de cet épisode 6 qu'on avait vu la semaine dernière, on perd en rythme, forcément, puisque on tend vers un nouveau statu quo pour terminer la saison 1, on rappelle qu'il reste qu'un seul épisode, hein. Il y a ce côté en fait où on atterrit et finalement du coup il y a très peu de conflits, il y a plus de batailles, il y a plus de séquences d'action dans cet épisode 7, donc forcément on est un petit peu à l'arrêt sur cet épisode 7, ce qui est un petit peu dommage, on perd sur le rythme de l'épisode 6, c'est peut-être un souci global et généralisé de cette saison 1, qu'elle a du mal à gérer son rythme. D'un côté on patauge avant de partir vers la Terre du Milieu, et ensuite, une fois qu'on y est, on se remet à patauger, à piétiner. C'est un petit peu dommage, même si, on va le rappeler encore une fois, hein, chez Tolkien, les écrits sont très peu rythmés. Quand vous commencez le Seigneur des Anneaux, on va pas se mentir, hein, ça met du temps, et surtout de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ça prend du temps. Donc il y a ce côté-là aussi qu'il faut pas oublier, même si du côté de la trilogie de Peter Jackson, on réussissait justement à apporter beaucoup de rythme, beaucoup de souffle, beaucoup d'épique à tout ça, mais finalement le choix des scénaristes des Anneaux de Pouvoir est tout à fait différent, d'avoir quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus stable, d'un petit peu plus calme, et forcément ça jure un petit peu avec ce qu'on avait déjà vu à l'écran, mais pour autant, c'est pas non plus détestable à mon sens, je trouve juste que, voilà, il faut le noter, après cet épisode 6, qui aurait tout à fait pu être, on va dire, l'envolée quasi finale de cette saison 1, on retombe, finalement, le soufflet retombe un petit peu, et je trouve que c'est dommage. Enfin, on n'a toujours pas de réponse sur l'étranger ou sur Sauron, en tout cas on n'a pas de réponse claire comme d'habitude. Les scénaristes s'amusent évidemment avec tout ça. J'espère quand même qu'on aura un élément de réponse sur un des deux fils de questions. J'espère qu'on saura qui est Sauron ou qui est l'étranger avant la saison 2, ce serait quand même cool, parce que là pour l'instant, on nous envoie des fausses pistes un petit peu partout, mais ce serait bien quand même qu'on ait des éléments de réponse, et des éléments de réponse définitifs. Pour conclure rapidement, l'épisode 7 semble nous amener à un nouveau statu quo pour cette fin de saison. Après les envolées de l'épisode 6, la série a l'air d'être en phase d'atterrissage. De fait, on perd en rythme bien que les discussions de l'épisode soient toujours intéressantes. J'espère tout de même que d'ici la fin de l'épisode 8, on aura une bonne idée de qui est Sauron ou l'étranger. Je doute qu'on sache pour les deux, car les scénaristes voudront sans doute garder une part de mystère pour la suite avec la saison 2. Quoi qu'il en soit, cet épisode 7 nous offre ici une Galadriel plus proche de celle qu'on a connue dans le Troisième Âge avec les trilogies de Peter Jackson. Chose que les critiques de la série sauront apprécier, je n'en doute pas. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode 7 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Il ne nous reste déjà plus qu'un seul épisode à découvrir avant la fin de la saison 1 et une longue attente avant la saison 2. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi votre note entre 1 et 5, pour me donner un petit peu votre avis tout simplement. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que celle-ci vous a plu? Dites-le moi dans les commentaires. Évidemment, ajoutez un pouce en l'air, ça aide la vidéo dans l'algorithme de référencement. Si vous souhaitez m'apporter un soutien financier, je vous en remercie d'avance. C'est sur YouTube que ça se passe, le lien est dans la description. Et puis si vous voulez jeter une petite oreille au podcast que j'ai lancé qui s'appelle Pop Tier, c'est aussi dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!